Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle saison de conférence ICM Amos. Je vous remercie pour votre participation encore une fois, fidèle participation. Et pour les gens qui sont dans la salle, la première chose, un merci aux commanditaires de l'année passée, puis les gens en ligne aussi, mais pour les gens en salle, il y a des commanditaires spéciaux qui vous offraient les consommations. ILEC Industrie, Forage Nordique, Le Citoyen Aricana, MI3 Communication et notre commanditaire privilège ou majeur l'année passée, Sayona Québec. Fait évidemment, ça, c'est les commanditaires de l'année passée. J'ai fait circuler dans la salle le plan de commandite pour l'année qui s'en vient, pour les gens qui sont en ligne et tous ceux qui vont se connecter bientôt. Vous allez le recevoir par courriel cette semaine. Petite nouveauté, on continue avec les bourses aux étudiants cette année encore, les étudiants qui participent en présence aux conférences. On va encore avoir 5 bourses de 1 000 $ qu'on fait tirer parmi les étudiants qui vont être présents aux conférences. 3 à Noël, 2, non, c'est l'inverse. 2 en décembre, 3 en juin. Merci Luc. La nuance qu'on va apporter cette année pour inciter les étudiants à venir encore plus, c'est que si vous invitez un collègue étudiant, un ami à venir, bien, vous allez avoir 2 billets dans la pote pour le tirage des bourses. Fait que c'est inviter du monde. Bien, évidemment, chaque présence donne droit à un billet. Puis quand vous avez un invité, vous en avez 2. La feuille de présence qui circule sert à mettre à jour les données pour vous envoyer des courriels, puis aussi vous envoyer le PDF de la présentation dans les jours qui vont venir. Ceux qui participent pour la première fois, mettez une carte d'affaires autant que possible dans la boîte qui est là. Je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, ça se répète. Il y en a que je ne suis pas capable de déchiffrer leur adresse courriel, puis malheureusement, je ne suis pas capable de vous envoyer les PDF et les invitations après. Les conférences, n'oubliez pas, sont conservées, sont web diffusées, Zoom, Facebook, mais sont conservées sur le Facebook ICM Amos. N'importe quand, vous pouvez retourner, même voir une conférence qui a été donnée aussi loin que 2016-2017. Les questions pour les gens qui sont sur Facebook ou Zoom, vous êtes invités à poser votre question dans le chat, puis on va la soumettre aux conférenciers. Je vais vous demander d'éteindre vos cellulaires. Au moins couper le son. Je ne l'avais pas faite, moi non plus. La conférence ce soir est en 2 temps. On a un 15 minutes techno qui va être donné par Jean-Philippe Clément de Cadence Consultant. Puis ensuite, la conférence de Hubert Parent-Bouchard sur Ressources minières Radisson, le projet O'Brien. On va commencer avec Jean-Philippe. Bonsoir tout le monde. Ghislain m'a demandé de chanter une chanson, mais je ne me rendrai pas là. Bon, je pense que c'est plus ça. Non, pointeur. OK. Excellent. Bien, bonjour tout le monde. Merci à l'ICM section Amos de me recevoir aujourd'hui pour parler d'un projet d'innovation. Notre projet, nous, présentement, on travaille sur une cartographie de processus, mais avec l'aide de réalité augmentée. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin qu'est-ce que c'est. Par là. Donc, Cadence Consultant, c'est qui? Là, je pense que mon texte a été
Ma photo a été déplacée, mais ce n'est pas grave. Je le connais par cœur, c'est mon équipe. On est une petite entreprise d'amélioration continue spécialisée dans le domaine minier. On est situé à Rouyn-Noranda, mais on couvre pas mal toutes les mines de la 117 jusqu'à Chicoutimi, là, dans le coin de Saint-Honoré, là, où est-ce qu'il y a une mine de ferro-niobium. Donc, on est un petit peu éparpillé comme ça, mais on fait de l'amélioration continue minière. Mais on fait aussi de l'amélioration continue au niveau des PME là, dans notre région. Fait on est implanté là-dedans. On a une trentaine d'années d'expérience dans le domaine minier, sous différentes formes. Puis, c'est ça qui nous permet de pouvoir donner un bon service là, aux entreprises minières. Donc, le projet pour lequel on va discuter aujourd'hui, c'est des instructions de travail cartographie à l'aide de réalité augmentée. On participe présentement à un projet sous l'équipe de groupe MISA. C'est un projet Vortex à la hauteur d'1,3 million de dollars. On a investi beaucoup d'argent chez Cadence pour cette technologie-là. Puis, on a été chercher des partenaires pour travailler avec nous, dont Accès Industriel, qui est un équipementier, Agnico Eagle, Eldorado, DeepSight, qui se trouve être le fournisseur de la solution de réalité augmentée. C'est une jeune entreprise qui a vu le jour en 2018. Ils sont installés à Montréal, c'est des jeunes développeurs. Ils sont tripants au bout, mais ce n'est pas des vendeurs, puis ce n'est pas des gens de mine. Fait que là, nous, on intègre tout ça ensemble. Puis, on a un autre partenaire, MACP, qui se trouve à faire de la modélisation. Pourquoi qu'on a choisi de faire de la réalité, pourquoi qu'on a choisi d'utiliser la réalité augmentée pour faire des instructions de travail? C'est qu'on s'est rendu compte, à la suite d'un projet qu'on avait fait avec MISA, qu'il n'y avait pas de standard au niveau des procédures. Puis, il fallait trouver le moyen de pérenniser l'information dans les entreprises. Fait que quand on a fait la cartographie de processus miniers, on a créé un standard, on a créé des procédures, on a créé des processus, puis on s'est aperçu que les instructions pour tout ce qui est technique, tout ce qui est équipement fixe et mobile pour le moment, on pouvait traduire ça puis utiliser la réalité augmentée pour pérenniser l'information, puis garder l'information en entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de savoir dans nos têtes. Il y a des gens qui partent à la retraite. Il y a un manque de main-d'œuvre. On forme des gens, puis demain matin, bien, cette formation-là qu'on a donnée à ces gens-là, ou ce savoir-là, on le perd, puis on ne l'a plus dans notre entreprise. Fait qu'en utilisant la réalité augmentée, puis en codifiant le savoir technique, bien, ce que ça nous permet de faire, c'est de garder l'information à l'intérieur de l'entreprise puis de pouvoir le partager plus rapidement. Donc, la réalité augmentée, c'est un effet multimédia qu'on veut parce que de former des gens juste en parlant, je vous parle aujourd'hui, vous allez retenir 10% de ce que je viens de dire. Mais si j'ajoute un support visuel, vous allez augmenter votre capacité de rétention. Puis si on vous ajoute quelque chose où est-ce que vous êtes capable de bouger. Dans 5 minutes, vous allez danser. Ça ne sera pas long, ça s'en vient. Bien là, vous allez vous souvenir de moi bien plus, puis vous allez peut-être me rappeler. Okay? Donc, l'effet multimédia, c'est un effet, ça fait un effet multiplicateur au niveau de la formation, puis c'est ce qu'on recherche. Donc, les applications de la réalité augmentée, ça se divise en 2 axes. Il y a tout ce qui est gestion de connaissances, qui se trouve à être la documentation automatique. On va utiliser l'outil de capture de connaissances instantanée pour conserver les astuces de nos techniciens. Petite parenthèse, l'outil de capture, nous, on est en train de faire une preuve de concept parce que faire des instructions de réalité augmentée, présentement, on fait une procédure à la main, on la transfère à la main dans le système, puis après ça, on a une instruction de réalité augmentée. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est, non, on va aller plus vite que ça. Vous mettez le casque, parce que c'est un casque HoloLens ou Apple Vision Pro. Vous mettez le casque, vous êtes le technicien, vous faites la job, vous me dites qu'est-ce que vous êtes en train de faire. En même temps, on filme vidéo, j'ai la reconnaissance vocale, puis les instructions se transfèrent automatiquement dans le système. À partir de là, on est capable de créer une procédure puis de garder l'information. Fait qu'on codifie l'information
de la procédure technique plus rapidement grâce à ça. Fait que c'est ce point particulier qu'on est en train de tester. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que ça fonctionne. Okay? Ça fonctionne, puis quand on fait une instruction en réalité augmentée, mettons en français, bien, elle se traduit automatiquement en anglais, en espagnol. Puis là, je suis allé chercher, j'ai demandé le tagalog parce qu'on a beaucoup de travailleurs philippins qui viennent ici. Puis ça nous permet d'être capable d'interagir avec des main-d'œuvre qui viennent issus de l'immigration. Donc ça, c'est vraiment un avantage. On n'a pas besoin de retranscrire ou traduire chacune des instructions ou les faire individuelles. Ça se fait instantanément dans l'application. Donc, c'est un outil de capture de connaissances instantanée. Ça aide au niveau de la formation SST aussi. Fait que tout ce qui est d'intégration des formations interactives pour réduire les risques d'accident puis améliorer la conformité, bien, on est là-dedans. Ça aide aussi au niveau des suivis des compétences. Je suis capable de suivre la progression puis la performance des employés à l'intérieur même d'une procédure. Puis peut-être que je vais me rendre compte que mon employé il est super bon, mais ma procédure est déficiente, donc je vais la réajuster. J'ai des métriques, j'ai des indicateurs de performance dans le système qui me permettent d'évaluer étape par étape si ma procédure est fonctionnelle puis elle rencontre les normes. Fait que si on est 5 à faire la même job, puis il y en a un de vous qui fonctionne moins vite, bien, on est peut-être capable d'identifier qu'est-ce qui se passe plus rapidement puis de donner de la formation en conséquence. C'est bon? Au niveau de la gestion de la maintenance, bien là, c'est tout ce qui est inspection, équipement avant mise en marche. Fait que les fameux pré-op, présentement, on est en train d'en faire sur plein de véhicules. Ça sert à assurer la fiabilité des équipements, puis tout en conservant une traçabilité. Il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans parce qu'on développe des API, fait que c'est un genre de lien entre notre CRM, notre guide TI ou notre JD compagnie, là, qui nous permet de transférer l'information directement en temps réel vers notre CRM. Puis là, bien, au lieu d'attendre que le travailleur remonte à la surface avec sa carte de travail, puis la fiche d'inspection, puis qu'il y a quelqu'un qui pitonne l'information, puis qui rentre la déficience, bien, on peut l'avoir instantanément. Puis là, on est capable de la planifier tout de suite. On vient de sauver du temps, là. Beaucoup, beaucoup de temps. Au niveau du support à distance, ça, c'est l'affaire la plus cool qu'on a présentement avec DeepSight, c'est DS Connect. Ça réduit le temps de déplacement, puis ça augmente l'efficacité des opérations. Je suis un technicien, je ne sais pas, moi, je suis en Australie, puis ça coûte très cher me faire voyager pour venir au Canada, puis je suis la seule personne qui peut vous aider présentement. Puis ça, sûrement que ça arrive ailleurs, ça arrive partout. Bien, mon client met ses lunettes, on se parle, puis je vois exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis je peux l'assister à distance. On est là. On est là. Puis ça fonctionne. OK? Au niveau de la formation des techniciens, on parle de créer des modules de formation interactifs basés sur les meilleures pratiques. Fait que ça permet à nos techniciens de se développer. Fait que je peux avoir un mécanicien classe C, mais à force de mettre le casque puis d'ajouter des formations, bien, il va devenir un A. Puis là, il va faire des tâches plus complexes. Donc, l'utilisation intégrée de la réalité augmentée, bien, ça minimise l'implication d'experts en formation et en opération. Ça accélère les formations et la requalification, puis ça réduit les erreurs et les accidents. L'idée de faire bon du premier coup, là, je l'ai toujours dans la tête. Mais là, on a un outil qui pourrait nous aider à faire bon du premier coup. La technologie qu'on utilise chez DeepSight, ça se sépare en trois. On a DeepSight Studio, où est-ce qu'on va créer l'instruction. On a DeepSight Holo, qui se trouve à être le téléphone, les lunettes, la tablette, où est-ce qu'on utilise les applications de réalité augmentée. Parce que la lunette, c'est bon, là, mais on peut l'avoir aussi tablette. Ça marche. Puis DS Console, qui se trouve à être tous les indicateurs de performance qui monitorent en arrière du système, les rapports d'évaluation et compagnie, apprentissage, optimisation. Donc, au niveau sécurité et formation, je répète, les nouveaux employés vont bénéficier de formations spécifiques beaucoup plus rapidement. Les tâches simultanées dans un contexte de formation vont permettre aux employés de se préparer à exercer leur travail sans danger réel. Fait qu'on peut créer un environnement qui est exempt de danger, mais on peut simuler.
Puis peut-être une petite parenthèse là-dessus, réalité augmentée versus réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la différence? Réalité augmentée versus réalité virtuelle. OK, je vais vous le dire. J'ai encore du temps? Ça va? Oui. Réalité virtuelle, vous êtes complètement immergé. Vous ne voyez pas l'extérieur, vous ne voyez pas votre environnement, vous êtes complètement bloqué. Vous voyez ce que vous voyez dans vos lunettes. Okay? Réalité augmentée, c'est que je vais voir mon environnement, mais je superpose des hologrammes, des vidéos, des photos, des PDF. Puis c'est ce que vient faire notre technologie de réalité augmentée avec les lunettes HoloLens et la technologie de DeepSight. Fait qu'on superpose. Pardon? Absolument. Absolument, on est là. Mais non, c'est un teaser. Ghislain m'a dit, laisse-les chez vous, ils vous rappelleront. C'est ça, hein? C'est ça que tu as dit, là? Oui. Mais effectivement, on est rendu là. On est rendu là, puis c'est vraiment ludique, très facile à utiliser pour tout le monde. Puis on travaille très fort à outiller l'industrie minière avec cette technologie-là. Donc, les tâches simultanées dans un contexte de formation vont permettre aux employés de se préparer. La réalité augmentée permet aussi de procéder à des mises à niveau annuelles dans un contexte interactif. J'ai une mise à jour, j'ai une formation annuelle à faire. Bien là, on peut mettre les lunettes puis faire la tâche ou les tâches à notre technicien, puis s'assurer de la conformité puis du niveau de compétence. Donc, en résumé, l'utilisation de la réalité augmentée va vous permettre de conserver et de transférer les connaissances techniques, de réduire les temps d'arrêt, d'optimiser nos flux de travail, d'identifier les dangers, d'effectuer des réparations plus rapidement, d'offrir un apprentissage interactif, puis réduire le temps de compagnonnage. Puis quand on parle de temps de compagnonnage, on parle presque de 40 % de taux de compagnonnage. C'est grand, là. C'est vraiment immense. Puis aussi de bénéficier d'une assistance à distance. Donc, ça résume très rapidement ce qu'on est en train de faire, mais ça fonctionne. Puis à Eldorado, on doit avoir 4 ou 5 équipements. On a des boulonneuses, on a des jumbos, où est-ce qu'on fait un changement de mât. On a des pompes, on a du statique, on a plein de trucs comme ça. Donc, il y a décidé qu'il y jouait. C'est ça. OK. C'est bon. Oui, il est tombé en Australie. C'est bon. Donc, ça résume rapidement ce qu'on fait présentement avec la réalité augmentée. On a créé carrément un département chez Cadence pour s'occuper de réalité augmentée tellement on y croit. Puis c'est là qu'on est rendu. Donc, on est en train de se déployer pour pouvoir offrir la solution puis permettre aux entreprises de s'outiller puis d'éviter de créer des gaspillages inutiles là, dans le transfert de données ou dans la perte de formation ou de connaissances. Merci. À vous. Avez-vous des questions? S'il y a des questions, je vais vous apporter le micro. Ouais. Bonjour. Pour quel genre de système de communication que tu as besoin sur Terre pour supporter ça? Attends. Donc, le système de communication qu'on a besoin, on peut travailler avec la LTE et le Wi-Fi. Ça prend du Wi-Fi pour faire ça. Fait qu'on n'est pas capable de travailler, mettons, dans une phase. Fait que si, pour exemple, on a un équipement qui est down dans la phase de travail, bien, ce n'est pas la bonne place pour utiliser les lunettes. On ramène au garage où est-ce que souvent on a du Wi-Fi, puis là, on est capable de faire la job, ou bien on le ramène à la surface. C'est vraiment dans un cadre où est-ce qu'on est capable d'encadrer, de former, de développer nos travailleurs. La lunette, présentement, comme on l'achète stock, elle ne va pas sur un casque de mine, mais on l'a fait fitter. Okay? Ça marche. Okay? C'est pas beau encore, mais on l'a fait fitter. Il y a une compagnie, oui, je sais, non, mais ça commence comme ça, un prototype. Okay? C'est ça. Donc, oui, Wi-Fi absolument ou LTE.
D'autres questions? Ça peut-il être une distraction pour le monde qui utilise le casque de réalité augmentée? Bonne question. Présentement, t'as-tu vu comment on est vite, hein? Oui, c'est ça. On aurait pu penser ça, mais non, c'est pas le cas. Parce que tout d'un coup, on est vraiment concentré à faire la tâche, puis ça nous permet de bien faire les choses. Une affaire qu'il faut comprendre, c'est que le casque, là, on n'est pas obligé de l'avoir sur la tête tout le temps. C'est pas parce que tu as un marteau dans ton coffre à outils qu'il faut que tu fasses tout avec ton marteau. Fait qu'il faut le voir comme un outil dans notre coffre. Okay? C'est vraiment ça la différence. D'autres questions? OK, parfait. C'est bon, ça? Oui, juste par curiosité, le développement de nouvelles procédures, est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous chargez un frais ou c'est la mine qui s'occupe de ça une fois qu'ils ont l'équipement? Présentement, on charge pour faire les procédures parce que oui, c'est quand même plus de temps que normal. Mais la minière, elle, va payer une licence, va payer la lunette pour garder la lunette. Puis après ça, un coup qu'elle a l'instruction, l'instruction lui appartient. Fait que c'est après, ils veulent former des gens pour faire des instructions, il n'y a aucun problème. Mais nous, présentement, on assiste pour les faire. On fabrique au complet. Puis comme on est habilité à aller sous terre, à se promener partout dans tous les sites miniers, c'est plus facile. On est pratiquement autonome. Fait qu'on part avec un technicien, on fait la job, puis on ressort très rapidement. Donc, il y a un avantage pour les deux parties que ça soit fait le plus rapidement possible, puis qu'on bénéficie de l'instruction de travail rapidement. Ça répond-tu à ta question? Oui? Ouais. Okay. Plus haut? Là, vous êtes présentement en test à Eldorado, Pagnico. Quand est-ce que vous ouvrez ça aux autres minières? C'est ouvert. C'est ouvert, on est prêt, oui, parce qu'on peut faire... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on teste la preuve de concept pour permettre la capture vidéo en instantané. Mais faire l'instruction en réalité augmentée, ça marche, ça fonctionne. Là, on est chez Accès Industriel, Eldorado, Agnico. On est en train de faire une démo chez Technosub. On en fait une chez Manceau-Perron dans pas long. Donc, on se déploie là. C'était pour être ma prochaine question. Les fournisseurs sont, puis mettons, les CMV, les Piroc, sont-ils là-dedans aussi? Ou C'est super intéressant comme question. Là, présentement, la demande venait de la minière. Moi, j'aurais beaucoup aimé que les équipementiers investissent du temps là-dedans. J'ai eu une réponse qui était plus, si vous avez besoin de support, on va être là, mais on n'investit pas là-dedans. Oui, mais Windfall, c'est loin de Val-d'Or. Exactement. Exactement. Fait que probablement qu'avec un peu d'engouement, là, ça va finir par changer. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, si vous avez des questions, puis pour leur rejoindre Cadence Consultant, vous pouvez m'envoyer aussi un courriel sur ICM Amos, ça, je vais le relayer. Merci Jean-Philippe, vraiment intéressant. Voyons. Excusez. Monsieur Hubert Parent-Bouchard occupe le poste de chef de la direction financière chez Ressources minières Radisson. Il a progressé au sein de Radisson depuis 2014, où il a joué un rôle clé dans la gestion, le recrutement de leadership, les financements, les initiatives corporatives et les relations aux investisseurs. Il possède plus de 10 ans d'expérience en finance, comptabilité et marché des capitaux. Il a été impliqué directement dans la levée de plus de 30 millions de dollars en capitaux propres pour la croissance et l'activité d'exploration de la société. Il détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et est directeur et trésorier de l'ICM
Rouyn-Noranda depuis 2015. Ça nous fait plaisir d'accueillir ICM Rouyn. Merci Robert, merci de m'accueillir. Merci à tous de vous être déplacés. Ressources minières Radisson, plusieurs gens en Abitibi connaissent la compagnie. On était ici en 2023 déjà pour présenter une mise à jour des ressources avec mon ancien collègue Vivien Janvier. Donc, c'est une société qui est cotée sur la bourse de croissance TSX Venture sous le symbole RDS. Oups. On dirait que le moniteur est déconnecté. Il est fermé peut-être. Super, merci beaucoup. Donc, petite mise en garde, là, cette présentation-là contient des informations prospectives. C'est peut-être moi qui ai de la misère, finalement. OK. Donc, Radisson, c'est quoi? Radisson, c'est l'exploration alentour de l'ancienne mine O'Brien, reconnue comme une des anciennes mines les plus riches au Québec, a produit près de 600 000 onces d'or de 1926 à 1957 à une teneur d'une demi-once à la tonne, 15 grammes-tonne. À l'heure actuelle, c'est 1 million d'onces à haute teneur, avec une teneur moyenne d'environ 9 grammes-tonne entre les ressources indiquées et présumées. On a un programme de 35 000 mètres de forage qui est en cours à la propriété O'Brien, qui devrait être complété d'ici la fin de l'année. On va voir également dans la présentation qu'il y a eu un renouveau tout récemment en juin-juillet au niveau de l'équipe de direction et aussi des membres du conseil de l'administration. La semaine dernière, on annonçait la signature d'un protocole d'entente avec IAMGOLD pour l'évaluation du traitement de minerais de la propriété O'Brien au moulin Doyon, au complexe Westwood en fait. Donc on va voir, on va couvrir tout ça dans la présentation. Capitalisation boursière courante, c'est 88 millions d'actions, 88 millions de capitalisation boursière pour environ 321 millions d'actions en circulation à un prix courant de 27, 27,5. De ces actions-là, 9% sont détenues par les initiés et le management. On a un 20% institutionnel à travers le Canada, la Suisse, le Texas. Et puis, on a un groupe d'actionnaires locaux là, en Abitibi, au Québec, qui détiennent à peu près 35 mains, qui détiennent 34% du capital d'action. Ce qui fait qu'environ entre 55 mains, on détient environ 65% de la société. Donc, je parlais d'un renouveau au niveau du conseil et du management. En juin dernier, on annonçait que Matt Manson avait pris la présidence de Ressources minières Radisson. Matt amène plus de 30 ans d'expérience dans le domaine minier. Son dernier projet était le projet Valentine chez Marathon Gold, un projet qui a été acquis par la mine, la société minière Calibre, qui a été acquis pour le montant de 350 millions de dollars. Matt a été également responsable de la mine Renard de Stornoway, un projet qui a été financé et bâti pour 800 millions de dollars. Pierre Baudouin, qui est quelqu'un du coin, qui est quelqu'un qui vient de Malartic, anciennement CEO de Detour Gold, CEO chez Silvercrest, également ils viennent de bâtir la mine Las Chipas au Mexique. Donc Pierre était sur le conseil d'administration et puis est devenu le président du conseil en juillet dernier. Michael Gentile, un investisseur qui détient environ 5% de la capitalisation de Radisson. C'est un gestionnaire de fonds basé à Montréal, un investisseur très connu dans le domaine. On a également Jess Winoga. Et Cindy Valence, que certains d'entre vous connaissez peut-être. C'est quelqu'un qui vient de la région, était chez Sayona jusqu'à tout récemment, spécialisé en ESG. Lise Chénard, plus de 40 ans d'expérience dans le minier, en géologie.
en Abitibi notamment, chez Barrick, Lac Minerals, et puis chez IM Gold récemment. Et puis, notre petit nouveau, Peter McPhail, qui était COO chez Alamos, qui était responsable là, du ramp-up d'Island Gold dernièrement. Donc, non seulement on a un conseil d'administration qui est, je dirais, diversifié. Je pense qu'on a plus de 10 mines qui ont été bâties par les membres du conseil d'administration, mais il y a également une forte expertise, puis c'est également une forte expertise en Abitibi, mais c'est aussi plusieurs d'entre eux des Abitibiens là, de naissance. Donc ici, on voit la localisation du projet là, O'Brien, qui est situé là, à Cadillac, donc dans le cœur du camp Bousquet-Cadillac, juste au sud de la mine La Ronde, d'Agnico Eagle. Donc on est à 7 km du moulin de la mine La Ronde et à 21 km de la mine Doyon. Donc on voit ici les infrastructures que vous connaissez tous. On est près de la route 117. On a la ligne hydroélectrique qui passe directement sur la propriété, ce qui fait en sorte qu'on a des coûts d'exploration à l'heure actuelle exceptionnellement bas. On parle de 175 $ du mètre pour des coûts all-in pour les mètres forés. Donc, à l'intérieur de 55 km du projet, on a l'opportunité d'avoir des infrastructures en place, incluant des usines, au travers desquelles, au fil du temps, des gisements satellites comme O'Brien ont été usinés. Donc, on sait qu'à La Ronde, par exemple, l'exemple le plus récent de ce type d'usinage-là, c'est le gisement Lapa, qui est situé à 8 km à l'est d'O'Brien et qui était traité dans un circuit à la mine La Ronde. La mine Lapa représente environ 800 000 onces de production à 7 grammes-tonnes sur une dizaine d'années. Et si on regarde justement le profil d'O'Brien, a déjà dépassé ce que la mine Lapa a pu être par le passé. Évidemment, c'est un projet qui est moins avancé que Lapa, on n'est pas en production, mais c'est un comparable intéressant. À la mine, au moulin de Sigma-Lamaque, on a le même genre d'opportunité où est-ce qu'au moulin de Sigma, il y a eu la mine Sigma, la mine Lamaque. Aujourd'hui, Eldorado opère la mine Triangle et continue de découvrir des gisements qui vont être traités à l'usine de Sigma. Dans le cas de Doyon, qu'on va couvrir dans les prochaines slides, l'usine de Doyon a accueilli la mine Doyon, un gisement à ciel ouvert. Par la suite, au début des années 90, la mine Musca. Et récemment, on y traite la mine Westwood. On y traite également le gisement Grand-Duc et le gisement Fayolle, qui est en cours de traitement. Donc, O'Brien représente pour ces moulins-là une opportunité de remplir des moulins, une opportunité de continuer de valoriser des infrastructures en place. Et pour nous, à O'Brien, ça représente une opportunité de diminuer les investissements initiaux pour décoller éventuellement un projet minier, puis de réduire, encore plus important, de réduire notre empreinte écologique. Donc, la semaine dernière, c'est ce qu'on annonçait, un protocole d'entente avec IM Gold dans le but d'évaluer la viabilité économique de traiter d'usiner le minerai d'O'Brien vers le complexe Doyon-Westwood. Le complexe Doyon-Westwood est un complexe où est-ce qu'il y a une usine en place de 3000 tonnes par jour. Il y a 1000 tonnes à l'heure actuelle qui est fournie par la mine Westwood et 2000 tonnes qui sont fournies par les gisements ou les mines à ciel ouvert Grand-Duc et Fayolle. Donc, c'est là qu'éventuellement, si c'est faisable, si la viabilité est prouvée, on pourrait voir le minerai d'O'Brien s'introduire dans le circuit et on pourrait venir contribuer à une opération de, quand on regarde la mine Westwood, par exemple, elle produit environ 80 à 120 000 onces par année. Même genre de profil potentiel pour O'Brien. On regarde une opération qui pourrait produire
entre 200 et 220 000 onces par année. Donc, on s'est engagé chez Radisson à faire le travail technique. Ce protocole d'entente-là qui est signé est un protocole non contraignant pour Radisson ni pour IAMGOLD. Il n'y a aucune exclusivité. C'est vraiment le travail technique qui commence. Et si la technicalité et la viabilité de traiter le minerai de O'Brien est prouvée, ben, on va pouvoir éventuellement décoller une étude économique préliminaire pour le projet O'Brien. Ici, on parlait là, des infrastructures en place. Donc, on voit, si on veut, notre siège social, le gisement O'Brien à Cadillac. On voit juste au sud de la propriété la ligne hydroélectrique qui traverse la propriété, en fait. La route 117 qui connecte l'Abitibi à Montréal et Rouyn-Noranda à Val-d'Or. Et au loin, on peut voir le moulin de la mine La Ronde et le shaft Pena à 2,5 km par vol d'oiseau. Et un petit peu plus loin, on voit la mine Doyon ou le complexe Doyon Westwood. Donc, encore une fois, juste, je pense qu'une image vaut 1000 mots, mais c'est pour renforcer encore plus la localisation du projet, qui est un de ses attributs principaux. Ici, on a une vue en plan dans la partie supérieure et une vue une coupe longitudinale dans la partie inférieure. Donc, vous pouvez voir là, la propriété O'Brien délimitée par l'encerclé en noir. Donc, on a 5,2 km de terrain le long de la forêt Cadillac. C'est là que les efforts ont été mis dans les 20 dernières années, plus particulièrement dans les 5 dernières années, via du forage le long de la forêt Larder Lake Cadillac. Au sud, on a également acquis 74 km carrés de terrain prospectif à l'intérieur des sédiments du Pontiac. Ce qui est intéressant sur cette slide-là, on peut voir là, au milieu l'ancienne mine O'Brien, donc les 600 000 onces qui ont été produits de surface jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Les ressources actuelles se situent dans la majorité du cas juste à l'est de l'ancienne mine, dans un rayon d'environ 1,5 km et jusqu'à une profondeur de 900 mètres. Bon, en Abitibi, on voit le profil d'autres mines. Les choses semblent vouloir être meilleures en profondeur. Puis on a des gisements qui sont kilométriques, si on veut, qui ont des continuités là, à très grande profondeur. Donc, on a un exemple avec la mine Westwood qui est à près de 2000 mètres de profondeur et avec la mine La Ronde qui est un gisement exceptionnel, là, probablement non comparable, là, mais qui va jusqu'à 3,4 km de profondeur. Bon, mon ancien collègue Vivien était là l'an passé pour parler géologie, mais je vais peut-être toucher un petit peu ce point-là, c'est qu'on a l'opportunité justement d'avoir une ancienne mine sur la propriété, une mine qui est très bien comprise. Donc, ce qui a fait l'histoire de l'ancienne mine O'Brien, c'est 14 veines qui ont été minées, dont 3 ont retourné 90% de la production. C'est des systèmes de veines qui sont parallèles à la structure principale qui est la forêt Larder Lake Cadillac et qui se retrouve majoritairement dans le groupe de Piché juste au sud. Lorsque ces veines-là, qui ont des orientations parfois un petit peu différentes, s'intersectent ou conjuguent, c'est là où est-ce que dans la mine O'Brien, ils voyaient les meilleures teneurs et les meilleures épaisseurs. Puis c'est le overshoot là, qu'on voit, si on veut, sur... Oui, mais le pointeur, il ne marche pas. OK, bon. J'ai le bon piton. C'est l'ancienne mine O'Brien, justement. On voit les infrastructures principales ici qui ont été minées, qui ont retourné 90% de la production. Donc, entre 2019 et 2023, pour en arriver à peu près au million 2 onces identifiées, indiquées et présumées, la théorie était qu'on pouvait répliquer
les infrastructures de l'ancienne mine à environ tous les 300 mètres en allant vers l'est. Donc, on a foré près de, je pense que c'est 260 trous, 260 sondages, en fait. Puis, plus de 200 sondages ont retourné des teneurs plus hautes que 3 grammes tonnes. Donc, on a eu un succès, si on veut, sur cette campagne-là, un 128 000 mètres de forage qui a été rajouté sur la propriété. Donc, de 2019 à 2023, on a pu faire croître les ressources à une teneur de coupure de 4,5 grammes tonnes, à peu près 400 000 onces, jusqu'à environ 1 million d'onces, à une teneur indiquée de 10 grammes tonnes dans le cas des ressources indiquées et de 8,6 grammes tonnes dans le cas des ressources inférées, donc un blend d'environ 9 grammes tonnes. Ici, on voit le potentiel d'exploration. Encore une fois, c'est la même coupe longitudinale, l'ancienne mine au centre. Les ressources, la majorité des ressources identifiées dans le corridor de 1,5 km. La propriété demeure ouverte pour un 700 mètres en allant vers l'est. Puis du côté ouest, ben, c'est ouvert pour 1,7 km. On n'a quasiment pas exploré. Donc, nous, on pense qu'il y a encore énormément de potentiel de croissance dans ce gisement-là. Si on regarde justement juste la partie est, entre la surface et 2 km, on peut s'imaginer qu'il y a un potentiel pour plus de 2 millions d'onces. Si je reviens à cette slide-là, dans le fond, le 35 000 mètres de forage qui est en cours, deux objectifs principaux. 60 à 70 % des forages continuent d'être dédiés à la croissance et à la conversion des ressources dans les 600 premiers mètres. On a environ 75 % de nos ressources qui sont situées dans les 600 premiers mètres. Puis on a également un 30 % de forages qui se trouvent à être des forages d'exploration, donc plus en profondeur. On a complété récemment 3 sondages au-dessus en dessous du trend numéro 1, le vecteur d'enrichissement numéro 1, donc des step-out de 100, 200 mètres en dessous de ce vecteur-là. Puis c'est sûr qu'à O'Brien, on voit énormément d'or visible. Donc, c'est facile de voir lorsque ces forages-là sont un succès. Puis, ce qui est intéressant aussi dans cette campagne-là, c'est que pour la première fois, en fait, dans l'histoire de la mine O'Brien, on va être en mesure d'avoir des données en dessous des infrastructures principales. Donc, on est en train de forer à l'heure actuelle, justement, des forages en plongée verticale de l'ancienne mine. Ici, ça explique un peu là, justement ce que je viens de dire sur la slide précédente. On peut voir dans la partie droite, justement, les interceptions, les intercepts d'or visible qu'on obtient au O'Brien. Donc, c'est très, très fréquent. On répète un petit peu encore la même information sur cette slide-ci. Ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, on a une teneur moyenne à l'entour de 10 grammes tonnes à l'entour de 10 grammes tonnes dans les ressources indiquées. Mais si on regarde la distribution des teneurs, ici on regarde les teneurs magenta. Dans certains cas, les ressources atteignent plus de 50 grammes tonnes. Donc, c'est ce qui fait la mine en soi, avec d'autres ressources autour de ces ressources à extrêmement haute teneur-là, qui, eux, se situent à une moyenne de peut-être 3, 4, 5, 6 grammes tonnes. Donc, 2 foreuses actives, présentement à O'Brien, un programme de 35 000 mètres de forage qui devrait être complété d'ici la fin de l'année. 70 % des forages cibleront la croissance des ressources. 30 à 40 % des forages seront des forages d'exploration. Et si on regarde un petit peu plus loin avec justement le protocole d'entente qui a été signé avec IAMGOLD pour le traitement du minerai d'O'Brien, bon, un coup, la technicalité ou la viabilité définie et le flow sheet défini pour le projet, on va aller vers une étude économique préliminaire. Et en parallèle à ça, on est en train justement de compléter toutes les études environnementales pour obtenir les permis
pour éventuellement avoir une mine en production à Cadillac. Merci beaucoup pour votre temps. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, je me demandais peut-être si tu pouvais parler un peu de la géométrie du gisement, si tu veux. On parle de quel genre d'épaisseur en veine, le pendage, des choses comme ça. L'épaisseur moyenne des veines, si on veut, la ressource a été établie, puis là, je ne suis pas géologue, fait que vous allez m'excuser, là, mais la ressource a été établie à une épaisseur minimale diluée à 1,2 m. La moyenne exacte de l'épaisseur des veines, je ne la connais pas, mais le pendage moyen est entre 80 et 85 degrés. Oui, on voyait sur tes slides, mine Kewa Gamma, mais ça ne me dit rien. C'est une ancienne mine? Il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup d'infrastructures en dessous. C'est un petit shaft qui a été mis en place dans les années 80, si je ne m'abuse, descendu jusqu'à environ 200-250 mètres. Donc, auparavant, c'était 2 propriétés. Il y avait la propriété O'Brien qui incluait l'ancienne mine O'Brien, puis une partie de l'ouest de la propriété. À ça, on a ajouté la mine, la propriété New Alger, donc la mine Thompson Cadillac également dans la partie ouest. Dans la partie est, c'était la propriété Kewagama qui a été également ajoutée. Ça, c'était au début des années 2000 pour faire un package là, de 5,2 km le long de la faille. Moi, j'avais une question. Tu montres beaucoup de développement, autant sur la slide vers le gauche, autant vers la droite, avec plus de tonnage trouvé, puis plus que vous avancez, que vous en trouvez plus, est-ce qu'il va y avoir une possibilité pour vous autres ou un intérêt de faire un propre moulin? Parce que si vous avez plus de tonnage, peut-être Doyon ne pourra plus être capable de vous le prendre. C'est-tu quelque chose que vous avez déjà pensé? C'est quelque chose qu'il faudra évaluer à ce moment-là. Je pense que ça va être un beau problème à avoir. Mais je pense que l'opportunité en Abitibi, c'est vraiment justement de leverager, excusez-moi l'expression en anglais, là, mais de leverager les infrastructures en place, comme le moulin Doyon. Dans le cas d'O'Brien, ça fait qu'il y a un investissement plus faible pour décoller la mine. Puis encore plus important, ça fait une empreinte beaucoup plus faible. Donc à ce moment-ci, on parle de quelques infrastructures en surface, une usine de traitement des eaux, des travaux sur la ligne électrique pour l'adapter, puis une mine à profil souterrain. Je pense que justement, les infrastructures puis ça veut dire aussi pas de parc à résidus, d'un à mettre en place et d'un à aller obtenir les permis. Donc, je pense que si on regarde l'Abitibi, c'est le passé, comme j'ai discuté dans la présentation, plusieurs gisements satellites qui ont été traités dans les moulins avoisinants. Et c'est le présent, mais c'est aussi le futur du mini en Abitibi. Puis je pense qu'il faut en être fier. Oui, Radisson Mining Resources, j'aimerais savoir, votre siège social est où exactement? Oui, notre siège social est à Cadillac, en fait, directement sur le site. Là, je m'excuse, j'ai pris une présentation d'un de mes collègues pour venir présenter aujourd'hui, mais on est une compagnie fièrement québécoise. Merci. Merci beaucoup. Hubert. En fait, sauve-toi pas trop loin. On a un polo pour toi. Et Jean-Philippe, où est? Bon, ben venez ici. Vous les avez mis où? Je pensais repartir avec le trophée.
Martin n'a pas fait sa job, il ne les a pas préparés d'avance. OK. On va les mettre de même, on les replacera s'il faut. J'en ai d'autres en arrière. Puis pour notre conférencier principal, on a une toile ici. Je vais inviter, oups, excuse-moi, la peintre à venir remettre. C'est toi le conférencier principal. Merci Hubert. Merci beaucoup. Hein? Ben oui. Ah oui, quand même. Ils sont bien identifiés. Juste pour vous rappeler que notre prochaine conférence, c'est le 8 octobre par Marco Gagnon de Probe Gold. Puis je vais souhaiter une bonne fin de soirée aux gens en ligne. Et pour les gens qui